Ce n'était pas une erreur, c'était une fracture en direct. Parce que quand un leader commence à être contredit devant tout le monde, ce n'est pas seulement un moment gênant, c'est un signe de l'effondrement. Donald Trump était à Iowa, tentant de lancer un événement sur l'abordabilité, et il a lâché une phrase simple: « J'ai baissé l'essence à 1,95 $. » Mais alors, de la foule, une femme lui cria: « Non, tu ne l'as pas fait. C'est à 2,63 $. Arrête de mentir. » En direct, sans filtre, sans contrôle. Et c'est cela qui change tout. Parce qu'en fonction du contenu, à l'intérieur de son propre cercle, il n'y a plus d'unité. Des fonctionnaires fuyant vers les médias se rejettent la faute entre Kristi Noem et Stephen Miller, pointe la patrouille frontalière. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la panique. Alors que les gens vivent à la limite, quelque chose se brise en haut. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Que se passe-t-il quand la scène ne peut plus soutenir l'histoire? Ce qui s'est passé en Iowa n'est pas seulement un cri dans une foule, c'est un symptôme. Parce que cet événement ne parle pas seulement de l'essence ou d'un mauvais chiffre. Il parle de quelque chose de plus grand. Un gouvernement qui, selon le contenu, fonctionne comme une pièce pleine de gens qui se pointent du doigt pendant que tout s'enflamme. Au cours des dernières 24 à 48 heures, des membres du cabinet ont été décrits comme filtrant vers les médias corporatifs, se blâmant les uns les autres. Kristi Noem accusant Stephen Miller renvoyant la faute et tout le monde rejetant la responsabilité sur la patrouille frontalière. Ce n'est pas de la coordination, c'est de la décomposition. Et pendant ce temps, Trump continue de lancer des phrases grandiloquentes en public, comme si la réalité était optionnelle. Mais voici la question qui change tout. Si même dans ses propres actes, les gens le contredisent à voix haute, que se passe-t-il derrière le rideau? Regarde maintenant comment cela s'intensifie, car le détail suivant le rend encore plus inquiétant. L'histoire ne se fracture pas seulement dans les discours, elle se fracture aussi dans les décisions. Parce que alors que le contenu décrit des Américains vivant d'un chèque à l'autre, avec l'inflation qui augmente et l'incapacité de payer des maisons ou de la nourriture, Trump choisit un autre objectif: attaquer l'idée même du logement à faible revenu. Dans ce discours, selon le clip, il dit: « Je ne veux pas d'une grande section construite en logement à faible revenu. Ils veulent la mettre juste au milieu, et ce n'est pas le rêve américain. » Cette phrase est un portrait. Parce qu'en même temps, il admet: « Les logements à faible revenu sont géniaux, j'en ai construit beaucoup, mais ne les mettez pas là. » Remarquez ce qui manque. Il n'y a aucun plan pour les gens qui souffrent. Il n'y a que des lignes de division sur qui appartient où. Et c'est là que l'histoire se retourne. Parce qu'alors qu'on discute de l'endroit où peuvent vivre les pauvres, le gouvernement retient, selon le contenu, 40 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire les communautés de Los Angeles après les incendies. Ce n'est pas seulement de la rhétorique, c'est du pouvoir utilisé comme levier. Et ce qui vient après est encore plus direct, car même l'économie commence à parler. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, est apparu avec un ton froid, presque chirurgical, et a donné des chiffres qui heurtent toute narration triomphaliste. Il a dit que le taux de chômage était de 4,4 % en décembre. Mais les augmentations d'emplois sont restées faibles. Et puis le coût. Les créations d'emplois non agricoles ont diminué à un rythme moyen de 22 000 par mois au cours des 3 derniers mois. Ce n'est pas un détail mineur, c'est une alarme. Maintenant, regarde comment cela s'intensifie rapidement. Parce qu'alors que ces chiffres chutent, le contenu affirme que 96 % des droits de douane ont été répercutés sur le consommateur. En d'autres termes, les gens payent la facture. Ce n'est pas une théorie, c'est un mécanisme. Les entreprises facturent, les consommateurs absorbent. Et pendant que le portefeuille se serre, les dépenses fédérales continue d'exploser. Une analyse du CBO citée ici dit que le régime a dépensé 496 millions de dollars pour déployer la garde nationale dans 6 villes, près de 100 millions de dollars par mois. Remarquez ce qui ne se dit pas. Comment tout cela se justifie-t-il alors que les gens survivent à peine? Et juste quand il semble que cela ne pourrait pas devenir plus surréaliste, la scène change pour un diner en Iowa et Trump le dit à voix haute. Dans ce diner en Iowa, Trump ne s'est pas contenté de parler,
Il s'est moqué du concept même de stabilité. Un journaliste lui a demandé si cela serait utile que la valeur du dollar baisse. La réponse de l'homme au micro était presque une confession. Je pourrais la faire monter ou descendre comme un yo-yo. Puis il a conclu avec une autre phrase qui ressemble à une menace déguisée en blague. Je pourrais créer les meilleurs chiffres de l'emploi. Tout ce que j'ai à faire est d'embaucher 3 millions de personnes et de les mettre dans le gouvernement fédéral. C'est ce genre de commentaire qui change la façon dont on voit le tableau. Parce que ce n'est pas l'économie comme quelque chose de neutre, c'est l'économie comme levier politique. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Alors que les gens écoutent cela, alors que les prix montent, le contenu décrit des leaders républicains comme Mike Johnson ne condamnant pas des attaques graves, mais ayant le temps pour des câlins, des photos et des spectacles. Et donc, l'histoire prend un autre tournant parce que le pouvoir ne se voit pas seulement dans les politiques, il se voit dans le luxe, dans l'exhibition, dans le contraste brutal. Amazon coupe 16 000 emplois, mais, selon le contenu, Melania reçoit un contrat de 70 millions de dollars pour un film. Maintenant, regarde comment cela s'intensifie rapidement, parce que ce n'est pas juste de la politique. C'est une élite qui célèbre pendant que le sol tremble. Et ce qui se passe à Mar-a-Lago rend cela encore plus difficile à ignorer. Alors que des réductions sont annoncées, Pinterest licenciant 15 % de son personnel, ASML planifiant de couper 1700 employés, le contenu décrit une autre scène parallèle, Mar-a-Lago fonctionnant comme un monde à part. Ce n'est pas qu'il mange du gâteau, c'est une fête permanente pendant que le pays est en crise, titubant. On parle de showgirls au bord de la piscine, de champagne, d'une atmosphère d'excès presque provocatrice. Et au milieu de cela, Trump se plaint de quelque chose qui semble sortir d'une satire. Son salon de bal doré n'avance pas. Voici un détail concret. Un juge fédéral, Léon, nommé par George W. Bush, remet en question directement l'autorité pour abattre l'aile est et y construire quelque chose à la place. Quand les avocats essaient de le comparer à Gerald Ford utilisant des dons privés pour une piscine, le juge répond « Vous êtes absolument fou ». C'est là que l'histoire bascule. Parce que nous ne voyons pas seulement des controverses, nous voyons des institutions commencer à freiner des impulsions qui étaient autrefois normalisées. Et juste quand il semble que le scandale ne pourrait pas se propager davantage, une autre voix apparaît. La gouverneure Kathy Hochul, utilisant un mot qui change tout, occupation. Kathy Hochul apparaît et n'utilise pas le langage typique de Washington. Elle dit que ce qui se passe dans les villes et les États ressemble à une occupation. Elle demande de revenir au 19 janvier 2025, avant ce qu'elle appelle la militarisation d'une force qui devait protéger les frontières, pas patrouiller les rues. Et son argument est simple mais inquiétant. Ils ont perdu leur mission initiale. Elle dit que maintenant, la définition de criminel a été déformée, incluant des gens ayant fui la pauvreté extrême, comme ses propres grands-parents. Remarquez ce que personne ne nie. Parce que le contenu décrit des agents masqués parcourant nos rues, terrifiant les communautés, et Hochul l'appelle anti-américain. Elle parle des enfants utilisés comme appât, comme du gibier. Et elle conclut « Je suis la première gouverneure maman de New York. Et si vous touchez aux enfants, je serai plus en colère que personne. » Ce n'est pas de l'idéologie, c'est viscéral. Et voici le reset. Mais ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas juste l'émotion, c'est le vide de contrôle à l'intérieur de l'appareil lui-même, avec des fonctionnaires se rejetant la faute sans rendre des comptes. Alors la question devient inévitable. Que se passe-t-il quand un gouvernement agit comme une force occupante et en même temps comme un cirque en décomposition? Et ce qui vient ensuite pointe directement vers l'avenir. Hochul pose une question qui traverse tout. Pourquoi les masques? Elle raconte une rencontre avec un agent de l'ICE lorsqu'elle tentait de libérer un fonctionnaire élu détenu. Elle demande directement « Quel est le but? » Les agents répondent qu'ils ont peur d'être doxés ou harcelés, mais elle lance la comparaison qui change tout. Le FBI ne fait pas ça, ma police ne fait pas ça, nos shérifs ne font pas ça. Et puis vient l'inférence inévitable basée sur le détail. Les masques ne sont pas seulement une protection, ce sont de l'intimidation. C'est un signe de pouvoir sans visage, d'autorité sans responsabilité. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute.
quand l'État a besoin de couvrir son visage pour fonctionner, quelque chose s'est brisé dans le contrat social. Et pendant que cela se passe, le contenu montre un autre axe, la politique transformée en spectacle, en gamification, pendant que des décisions réelles frappent les vies. Hochul mentionne des hôpitaux vacillant au bord du gouffre à cause de la perte de fonds Medicaid. Elle parle de parents luttants, de communautés migrantes attaquées, de fermiers affectés par des frais. Et juste quand tu crois que c'est juste un débat moral, vient le prochain coup concret. Trump, selon le contenu, a coupé le cordon sur un projet d'infrastructure géant entre New York et New Jersey, 10 000 emplois annulés. Maintenant, regarde comment cela s'intensifie rapidement. Parce que ce n'est pas juste du chaos, ce sont des conséquences. Ce projet de tunnel endommagé depuis l'ouragan Sandy se préparait depuis des années. Hochul dit « Nous sommes prêts, 10 000 emplois ». Et soudainement, selon ses mots, Trump le coupe avec une logique presque infantile. « Non, vous n'êtes pas très sympa avec moi ». C'est le genre de détail qui change la façon dont on voit le pouvoir. Ce n'est pas de la politique publique comme stratégie, c'est de la politique publique comme punition personnelle. Remarquez ce qu'ils n'ont pas nié. Parce que si l'argent peut disparaître à cause du ressentiment, alors aucune communauté n'est en sécurité. Et ici s'ouvre un modèle plus large. Hochul parle de frais qui augmentent les coûts pour les agriculteurs, les petites entreprises, les familles. Elle dit « Nous sommes en guerre avec le Canada ». Elle mentionne une frontière de 432 miles avec le plus grand partenaire commercial de l'État. Ce n'est pas un titre isolé, c'est une accumulation. Et puis, elle lance une phrase qui sonne comme un avertissement historique. Nous avons besoin d'un Project 2029 pour remettre tout en place, pour mettre le génie dans la bouteille. C'est là que l'histoire bascule à nouveau. Parce que cela implique que ce qui se passe n'est pas temporaire, c'est structurel. Alors l'avenir se divise en deux chemins. Un, normalisation, plus de masques, plus de militarisation, plus de décisions utilisées comme des armes. L'autre, résistance institutionnelle, les États repoussant, les juges freinant des impulsions, une société qui se réveille. Mais le prochain mouvement se forme déjà. Et la dernière partie de cette histoire n'a pas encore été racontée. Parce que si tu mets toutes ces scènes ensemble, Iowa, le cri « Arrête de mentir », les fonctionnaires se rejetant la faute, les chiffres froids de Powell, les réductions massives, le luxe de Mar-a-Lago, les masques dans les rues, le tunnel annulé pour ne pas être sympa. Une seule vérité inconfortable apparaît. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est un test de résistance de la démocratie au ralenti. Et la phrase la plus dangereuse n'est pas une insulte ni un slogan. C'est le sentiment que le pouvoir peut devenir personnel, imprévisible, sans visage, et pourtant se normaliser. Hochul le dit simplement, les générations futures demanderont « Où étais-tu quand tout se déchirait ?» C'est ça le point. Il ne s'agit pas d'un parti, il s'agit de règles, de limites, de savoir si la réalité importe encore quand quelqu'un parle sur un podium. Et voici la boucle qui reste ouverte. Si la scène ne peut plus soutenir l'histoire, que se passera-t-il quand l'histoire ne pourra plus soutenir le pays? Parce que le prochain chapitre ne sera pas annoncé par une sirène. Il arrivera comme ce cri en Iowa, soudainement, fort, en direct. Si tu veux continuer à voir ce qui vient après, abonne-toi et rejoins-moi pour la prochaine analyse, parce que ce n'est que le début.